Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir, dernier soir de la semaine, pour l'été Smart durant 1 heure avec mes deux invités. Nous allons tenter de mieux comprendre, analyser, interpréter, commenter l'actualité économique du moment. Nos deux thèmes ce soir, d'abord un thème ambitieux. Enfin, les deux sont très ambitieux. D'ailleurs, le premier, je l'ai intitulé CAC 40 versus PIB, convergence ou divorce, évidemment pour célébrer, enfin je ne sais pas s'il faut célébrer, en tout cas commenter le fait qu'en France, le CAC 40 à la Bourse de Paris soit revenu au-dessus des 6000 points, quasiment retrouvé son niveau d'avant Covid-19. Alors est-ce qu'on est avec un décalage incroyable par rapport à la réalité de l'économie? Est-ce que, à l'inverse, on est plutôt en retard à la Bourse de Paris parce que les autres indices mondiaux, les principaux indices mondiaux, ce niveau pré-Covid-19, il avait déjà retrouvé depuis un certain temps, voire très longtemps, pour certains indices américains ou chinois. Bref, ce sera l'occasion de mettre les pieds dans le plat sur les interprétations à donner sur le niveau des indices boursiers par rapport à la forme économique des pays. Et puis dans la deuxième moitié de l'émission, on s'intéressera à la Chine. C'était toute cette semaine, enfin depuis la fin de semaine dernière, la session annuelle du Parlement chinois, l'occasion pour les dirigeants chinois, Premier ministre en tête, de faire un certain nombre d'annonces importantes avec des fixations d'objectifs en matière de PIB. J'ai notamment j'ai appelé ce second débat, la Chine devient-elle raisonnable? Alors, on pourrait mettre des guillemets à raisonnable. Raisonnable pourquoi? Parce que les ambitions en termes de PIB en cette année ont été plutôt jugées modestes, plus 6%, alors que l'OCDE, le FMI sont plutôt à plus 8 pour l'économie chinoise. Raisonnable parce que le gouvernement chinois semble s'inquiéter, lui aussi, de la pénurie de semi-conducteurs. Raisonnable peut-être d'un point de vue géopolitique, en acceptant, ce sera la semaine prochaine, une rencontre au sommet avec les États-Unis. Bref, voilà un bilan de cette session annuelle du Parlement chinois. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Émission que je débat, entre guillemets, avec au pluriel, que je vais mener en compagnie à ma droite, Raphaël Gallardo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chef économiste au sein de la société de gestion Carmignac. Lionel Baraban, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, directeur général de Famoco, une entreprise spécialisée dans les terminaux mobiles connectés. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Avant d'aborder ces deux vastes sujets, la question apéritif, il est question, dans cette question apéritif, de la fête nationale américaine. Le président des États-Unis, Joe Biden, a fait deux choses hier. Il a signé le American Rescue Plan, les fameux 1900 milliards de dollars de plan de soutien qui avait été voté par les deux assemblées, donc ça c'est pour relancer l'économie américaine. On a parlé longuement. Il n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette signature. En revanche, hier soir, aux États-Unis, il a fait une adresse très solennelle au peuple américain dans laquelle il a dit notamment deux choses importantes. Il a réitéré l'accélération du plan de vaccination des États-Unis. Il a fixé au 1er mai la date à laquelle l'ensemble des Américains pourraient se faire vacciner, ceux qui ne l'auront pas encore été d'ici là. Donc plus de critères d'éligibilité en termes d'âge ou de comorbidité aux États-Unis dès au plus tard le 1er mai. Et puis il a donné un rendez-vous à ses concitoyens au 4 juillet. Regardez, Joe Biden, cette dépêche là, du Washington Post, identifie le 4 juillet comme une chance non seulement de marquer notre indépendance en tant que nation, c'est donc la fête nationale des États-Unis, le 4th of July, mais aussi pour, jeu de mots, pour commencer à marquer notre indépendance face au virus. Le 4 juillet, c'est le barbecue, dans les backyards, dans les petits jardins derrière les maisons aux États-Unis. Traditionnellement, c'est là où on invite quelques amis, etc. Il a dit, on pourra commencer. On va donner le nombre encore de personnes qui seraient autorisées à participer au barbecue, mais il a dit, sauf, voilà, normalement, si tout va bien, 4 juillet, on pourrait faire les barbecues à quelques-uns, friends and family, en tout cas, voilà, la famille, quelques amis, ce qui offre des perspectives avec une date précise. Alors moi, je me disais 4 juillet, 14 juillet, nous, on est notre fête nationale, c'est 10 jours plus tard. Est-ce que vous croyez qu'on aura le droit de faire des barbecues le 14 juillet chez nous, Raphaël? Et comment vous interprétez cet objectif fixé, là, comme ça, par les États-Unis? Alors, non, nous, on ne pourra pas. Mais non, c'est effectivement une étape très importante. Aux États-Unis, en fait, on vaccine aujourd'hui 2,3 millions de personnes par jour. Donc, ça représente 0,7% de la population tous les jours. Tous les pays européens, enfin les grands pays européens, on est tous en dessous de 0,3%. On est proche, mais donc on en est très loin. Et les États-Unis ont vraiment accéléré. Et puis surtout, aux États-Unis, il va y avoir le déploiement du vaccin de Johnson & Johnson, donc qui est vraiment un vaccin à une seule dose,
qu'on peut stocker dans un frigo. Donc ça veut dire toutes les pharmacies, tous les cabinets de généralistes vont pouvoir le distribuer. Donc effectivement, il va y Qui a avoir été validé hier par l'agence européenne, mais il faut encore que les doses arrivent, ce qui n'est pas voilà, pour tout de suite. Alors qu'aux États-Unis, il y a les sites de production. Enfin, on sait que et en plus en termes de logistique, ils ont déjà une capacité à distribuer qui est beaucoup plus grande. Donc aujourd'hui, au rythme actuel, en fait, d'ici fin mai, ils auront vacciné 25% de la population, en comptant les 2 doses, avant Johnson & Johnson. Donc ça permet quand même de réouvrir pas mal l'économie. On voit qu'il y a des États même qui ont réouvert totalement leur économie avant d'être très loin d'être arrivé à ce niveau de vaccination, le Texas et le Mississippi. On verra comment ça se passe. Et atteindre l'immunité collective, au rythme actuel, ce serait au mois de septembre, mais comme on anticipe une forte accélération de la vaccination, on peut dire qu'effectivement, au mois de juillet... D'où cette idée de fixer la date nationale, comme la date de la fête nationale, pardon, comme objectif. Voilà. Alors avec un bémol, c'est la circulation des variants qui fait bouger le seuil de l'immunité collective. Donc effectivement, on a ces variants. C'est pour ça qu'il a pris les précautions d'usage quand même, dans son discours. Ils ont le chic quand même un peu, il y a du marketing là-dedans, à dire Force of July, on pourra faire le barbecue, c'est à l'américaine, quoi. Moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Et je trouve ça absolument extraordinaire, la capacité qu'ils ont à raconter des histoires et à embarquer. Parce que je pense que le fait de donner un cap, c'est pas simplement... c'est pas un gimmick marketing, mais le fait de donner un cap, le fait de raconter une histoire, je l'ai entendu dire, les 100 premiers jours, j'avais dit que les 100 premiers jours, on vaccinerait 100 millions de personnes, d'être capable de donner des chiffres qui marquent les esprits, de donner des objectifs que les gens comprennent, de donner des caps qu'on atteindra ou qu'on n'atteindra pas. Mais en réalité, peu importe. Hein, management, on est toujours les seuls objectifs qu'on n'atteint jamais, sont ceux qu'on ne se fixe pas. Et donc, cette capacité à raconter des histoires, à embarquer sa population derrière, moi, je trouve ça formidable. Moi, je suis admiratif de ce marketing-là. Et en France, on n'en est pas vraiment... une espèce de dépression ambiante. Alors bien qu'on nous raconte une histoire, même si elle n'est pas vraie, c'est pas grave. On a envie, on a besoin de croire en quelque chose. Et je pense que ce côté-là est aussi autoréalisateur. Et voilà, donc moi j'ai besoin qu'on me raconte quelque chose. Puis vous parliez de Johnson & Johnson, on parle beaucoup des succès américains, mais quand on est aux États-Unis, on parle aussi d'une autre chose. On met en avant tous les échecs. Parce que pour avoir réussi Pfizer, même si c'est, on le sait, BioNTech, mais quand même, Pfizer et Johnson & Johnson, il y a des dizaines de sociétés, si ce n'est pas des centaines de sociétés qui ont été financées, aidées, accompagnées à chercher des vaccins et qui n'y sont pas arrivées. Et à toutes celles-là, on a dit, eh ben bravo, bravo pour avoir essayé, bravo pour avoir tenté. Et sur toutes celles-là... Et ça continue, parce qu'on parle de Novavax là, maintenant, effectivement, il y a quand même... Exactement. Mais en Europe aussi, d'ailleurs. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est cette culture de l'échec. Se planter aux États-Unis, c'est pas grave. C'est bien, ça fait partie de votre cursus d'entrepreneur, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qu'on met sur un CV, c'est quelque chose qu'un entrepreneur met sur un CV. En Europe, c'était Macron qui disait, je me souviens encore à Las Vegas, au moment où il était venu au CES, il disait en France, à l'époque où il était ministre de l'économie. Il n'était que candidat, et encore il n'était pas encore candidat déclaré, je pense, à ce moment-là. Il disait en France, on a un problème, on est coincé entre des entrepreneurs qui, s'ils réussissent trop, ils sont suspects, et évidemment une faillite. Alors là, donc entre la peur de la faillite et la peur de la réussite, en fait, on n'a que le choix de la médiocrité. Et donc, pour moi, les deux enseignements de cette nouvelle, c'est l'idée quand même une histoire, qu'on nous raconte une histoire, des grands objectifs qu'on essaie de tenir, et puis la culture de l'échec est quand même une belle culture. Et en termes de marketing, si Biden a fait cette adresse, c'est qu'en fait, il ne peut pas faire le discours sur l'état de l'Union, parce que justement, il ne sait pas où il va à l'étape d'après. Donc il a dit, j'ai mon premier plan, c'est super, mais sur le discours sur l'état de l'Union, il est censé donner un cap, et là, il ne peut pas le donner, parce que l'étape d'après, donc le plan d'investissement en infrastructure, etc., il dépend des sénateurs centristes démocrates, qui pour l'instant sont en train de lui tenir tête, et donc il est vraiment coincé. Voilà. Bon, en même temps, du coup, ça lui permet effectivement de justifier aussi, de dire que la priorité absolue, c'est la stratégie de vaccination, plus le stimulus plan, et puis voilà, ça permet déjà d'avancer, mais effectivement, vous faites bien de dire que, bon, voilà, il a peut-être mangé son pain blanc, enfin, on ne sait pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas que un parcours
parcours semé de roses devant lui. Allez, tout de suite, on va revenir chez nous, mais en fait, le discours, la problématique qu'on évoque entre l'éventuelle convergence ou au contraire le divorce entre le CAC 40 et la croissance économique qui peut porter sur l'ensemble des pays. C'est le premier débat. Ça ne nous a probablement pas échappé, la Bourse de Paris, le CAC 40, hier est revenu au-delà des 6000 points, son niveau du tout début d'année 2020. On n'est pas encore au plus haut de février 2020, mais à quelques dizaines de points près. Voilà, papier factuel, le CAC 40 dans les Échos, le CAC 40 efface la crise et revient au-dessus des 6000 points. On voit effectivement sur un an, le graphe que vous voyez là, en rouge, là, effectivement, c'est le parcours sur un an avec la chute en février, mi-février jusqu'à la mi-mars, et puis ensuite la lente, mais continue remontée de l'indice, 6033 hier à la clôture. Aujourd'hui, la tendance était à peu près étale. Alors, les marchés sont euphoriques. En même temps, on peut dire que le CAC 40 a plutôt été en retard, parce qu'un certain nombre de marchés, les indices aux États-Unis avaient retrouvé leur niveau d'avant-crise bien avant. En Chine aussi, même en Allemagne, ça s'est fait en décembre. Nous, il faut attendre le mois de mars. Donc, est-ce que vraiment le marché est excessif? En même temps, est-ce que la situation économique par rapport à il y a un an, elle est vraiment similaire avant qu'on... Voilà, la question se pose. Je vais vous lancer là-dessus, Raphaël, évidemment. Et puis quand on parle du niveau de la bourse, c'est son interprétation par rapport à la vraie vie, entre guillemets, à l'économie, dans les Échos, dans le Monde, pardon, il y a ce papier, la bourse ne fait plus la vie économique. C'était pour rendre compte d'une étude sur le fait que, au niveau des introductions en bourse, 2019, et alors 2020 on peut comprendre, mais 2019 aussi a plutôt été des mauvaises années, et l'année dernière, beaucoup plus de retrait de la cote que d'introduction. Donc effectivement, il y a un double discours à avoir sur la santé dans l'absolu de la bourse, en tout cas la bourse en tant que moyen de financement, la bourse en tant que ce que reflètent les indices de la valeur de l'économie. Alors évidemment, j'ai intitulé le débat « Convergence ou divorce » entre CAC 40 et PIB, au sens de la croissance, au sens de l'économie réelle. Évidemment, on sait que les marchés financiers, les marchés boursiers sont censés anticiper les choses. Donc on peut comprendre qu'il y ait un décalage dans le temps. En même temps, voilà, il y a quand même, on reste quand même assez parfois perplexe devant le fait que les indices boursiers aient effacé, voire beaucoup plus, cette crise. Raphaël, est-ce que vous diriez qu'il faut complètement oublier l'idée qu'il y a corrélation entre les deux, ou est-ce que la seule explication à la bonne santé des marchés financiers, des indices en tout cas, des marchés financiers actions, c'est la politique monétaire des banques centrales, aux États-Unis comme en Europe, extrêmement généreuse, et qui est l'explication principale au-delà de la santé économique des différentes zones couvertes? La première chose à dire, c'est que le CAC 40 n'est pas l'économie française, très loin de là. Donc c'est vrai qu'il y a une décorrélation naturelle entre les entreprises qui sont cotées et le socle du PIB de la France. Déjà, ce n'est pas la totalité des entreprises cotées, puisque comme son nom l'indique, il y en a 40, c'est que des grosses multinationales, largement impactées par l'international. Qui reflètent quand même les fleurons de l'économie française qui sont cotés, qui n'étaient pas spécialisés sur les valeurs qui ont gagné avec le Covid. Donc il valait mieux être Netflix pendant le Covid que être... je pense à la France qui a une spécialisation dans l'aérien, les bateaux, le tourisme, ce genre de choses. Évidemment, la France a été beaucoup plus impactée, le marché et beaucoup d'entreprises cotées l'ont été. Il n'y a pas aussi la même base d'investisseurs. En France, on sait qu'on a une pénurie d'investisseurs en bourse. L'épargne, elle n'est pas du tout orientée vers la bourse. Aux États-Unis, c'est un phénomène qui est peut-être aussi excessif, c'est-à-dire l'argent du stimulus qui a été distribué pendant le confinement aux États-Unis, il a été investi en bourse par des petits porteurs, et ça a donné des catastrophes comme GameStop, des phénomènes spéculatifs qui ne sont pas forcément viables. Et puis après, il y a la question de... Effectivement, est-ce que le marché financier reste un reflet fidèle de l'économie? Le problème, c'est que le biais de la politique économique actuelle, c'est justement que, au lieu que les marchés financiers soient un reflet de l'économie réelle, un reflet anticipé de l'économie réelle, la politique économique prend appui sur les marchés financiers pour influer sur la réalité de l'économie. C'est-à-dire qu'il on fait l'inverse, c'est quasiment l'inverse, quoi. Il y a cette vision dans l'école néo-keynésienne qui prévaut dans tous les cercles de politique économique, que c'est une bonne chose de gonfler les valorisations des actifs pour aller atteindre le plein emploi.
Et on le fait à coup d'injection de liquidités, de baisse des taux d'intérêt. Et in fine, on vous dit que finalement, la hausse des marchés financiers va fabriquer des effets richesses. Ces effets richesses vont faire consommer les ménages. Et cette consommation des ménages va créer du... L'effet richesse, c'est la perception de son patrimoine qui augmente avec les cours des actions. C'est qu'aux États-Unis, où beaucoup de gens ont des actions, effectivement, et du coup, si j'ai une perception d'un patrimoine plus élevé, je vais dépenser, même si je n'ai pas forcément vendu les actions en question. Ça va valider ex post la hausse des marchés financiers. Voilà. Donc c'est un cercle vertueux. Donc ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est malsain parce qu'on crée des bulles comme ça, on crée une mauvaise allocation du capital. Et derrière, dès que les taux d'intérêt remontent, parce qu'on pense qu'on a normalisé l'économie, on s'aperçoit que l'économie replonge. Alors, si on pense à la fin de l'année 2019 aux États-Unis, il y avait des craintes d'inflation 6 mois avant. On disait qu'on était au plein emploi. Et puis dès qu'on a essayé de normaliser, finalement, en fin de 2018, le marché action a commencé à piquer du nez. On a dû revenir en arrière. On a dû commencer à racheter. Normaliser, ça a été une hausse des taux, effectivement, qui a été jugée a posteriori comme complètement contracyclique, qui n'avait pas fait plaisir derrière le président des États-Unis de l'époque. 9 mois plus tard, on était de nouveau en train de remettre en place, de refaire marcher la planche à billets. Avant même la Covid-19. Oui. Bien avant, oui. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un phénomène, c'est un débat que les économistes ont, mais disons que c'est le raisonnement qui est utilisé aujourd'hui par la plupart des banques. On va y revenir. Lionel, au-delà du fait que le CAC 40, c'est des grosses boîtes françaises et c'est pas l'économie française en général, en tout cas ni même les entreprises françaises en général, où là effectivement tout le monde le comprend bien. Est-ce que vous lisez encore les indices boursiers comme une lecture certes décalée ou anticipée de l'économie ou plus du tout, en tant que chef d'entreprise? Si, quand même, parce que Quand même un peu, parce que moi j'ai quand même l'impression que... Alors, je ne suis pas du tout un économiste, ni je suis pas économiste, donc... Non, mais vous êtes entrepreneur, donc vos regards se complètent. Et moi j'ai quand même l'impression que ce que les investisseurs cherchent à se rassurer sur les fondamentaux qui créent la croissance et qui créent une richesse économique. Et la question, regardez le graphe tout à l'heure, à un moment donné, quand la crise du Covid est arrivée, c'est un mur qui nous est tombé dessus et c'est un arrêt complet de l'économie. Ce qu'on voit tous... Avec un impact immédiat sur le CAC 40, moins 38% en 3 semaines. Avec un impact immédiat. Ce qu'on ressent tous quand même, d'une manière ou d'une autre, c'est que finalement, nos capacités d'adaptation sont fortes. On s'est tous plus ou moins adaptés dans nos vies quotidiennes, dans nos entreprises, au télétravail. Donc les capacités d'adaptation des humains, des entreprises, des acteurs économiques sont finalement très grandes. Donc les acteurs financiers se disent, bon ok, ça a un petit peu changé, c'est un petit peu différent, mais finalement la capacité d'adaptation, la capacité d'innover, elle est toujours là, elle est intacte, elle n'est pas fondamentalement entamée. Et donc on voit cette remontée. Et ça vous paraît bien ou ça vous paraît relever du wishful thinking? Non, ça me paraît être absolument conforme à la réalité. Ça me paraît être absolument conforme à la réalité. Est-ce qu'on pense, à un moment donné, vous et moi, que la Covid va arrêter le monde tel qu'il est? Est-ce que le monde va arrêter de tourner? Est-ce que la Terre va se mettre à être plate? Non. On va, petit à petit... les Américains disent « to cope with the reality ». C'est une réalité un petit peu différente, mais c'est une réalité avec laquelle on fait avec, et petit à petit, on arrive à faire avec. Donc moi, je suis un optimiste né, pour ça que je suis entrepreneur, et je crois fondamentalement en la capacité des hommes, des entreprises, des communautés économiques à s'adapter, à faire sienne une réalité, et à nouveau recommencer à innover, recommencer à créer à partir de cette réalité. Donc, je pense que ce qu'on voit, c'est que la réalité, elle a changé. On ne va pas revenir au monde d'avant. On va être à un monde qui a un petit peu changé. Et je pense que ce monde est en train de se redessiner. Comme il se redessine, les acteurs économiques réinvestissent dans ce monde. Moi, j'ai été très frappé de voir là... J'ai écouté ce matin sur France Inter, on parlait des années 20. Est-ce que les années 2020, 21, 22, 23 vont être... Est-ce que ce sera les Roaring Twenties d'années folles, Absolument.
moi, je pense qu'on a fondamentalement besoin d'espérer, on a fondamentalement besoin de créer, on a besoin d'organiser les communautés d'êtres humains et de donner du sens à nos vies, à ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on voit dans l'économie en réalité. Et donc, cette croissance ne me semble pas décorrélée de la réalité. D'accord. Et en même temps, Raphaël, on peut comprendre effectivement que le monde ne s'est pas arrêté de tourner, comme je le rappelle, après l'avoir constaté Lionel à l'instant. En même temps, par rapport au 1er janvier 2020 ou par rapport au 19 février 2020, qui était le pic du CAC 40 avant le crack, et aujourd'hui, donc l'indice il a totalement effacé cette période. Donc si on se place aujourd'hui, les perspectives qu'on avait avant cette crise sanitaire et ses conséquences économiques, quand on parle de PIB, c'est pour ça que j'ai dit CAC 40 versus PIB, on nous dit que durablement, enfin en tout cas en Europe, durablement, on a perdu 5 points, quoi. Ils sont où ces 5 points de perte du PIB sur la durée dans le CAC 40? Pour le coup, là, il y a des corrélations complètes, on s'en fout. C'est juste l'inflation des actifs liés à la politique de la BCE, qui pour le coup n'existait pas, enfin en tout cas était beaucoup moindre il y a un an avant cette crise, qui permet de combler ce gap. C'est ça qui fait le différentiel. Mais la bourse, elle laisse compte l'avenir. Donc en fait, elle regarde vers l'avenir, elle laisse compte la croissance future, et elle est en train de nous dire... Valeur d'aujourd'hui, la croissance future. Oui. Voilà. Et puis, quand vous escomptez l'avenir à un taux zéro ou négatif, finalement, l'avenir compte autant que le présent. Donc, c'est ça qui est fait par les banques centrales. Mais moi, je vais décevoir notre invité, c'est que moi, j'ai confiance que les entrepreneurs, effectivement, ont montré leur résilience. Mais malheureusement, les banquiers centraux nous ont mis dedans pour longtemps, je pense. Donc, on a quand même un déséquilibre fondamental dans cette économie qui est créé par cette politique de fuite en avant via la liquidité. C'est-à-dire tous les chocs. Alors, je mets de côté la crise de la Covid parce que ça, c'est un vrai choc externe. Mais tous les chocs qu'on a eus les 30 dernières années, les banques centrales ont mis ça sur la faute à pas de chance. C'est un choc externe. Et derrière, on applique la planche à billets et c'est comme ça qu'on va repartir. Il n'y a jamais eu de remise en question des crises financières. Pas toujours aussi vite. En 2008, la planche à billets, elle n'est pas arrivée aussi vite. En Europe, en tout cas, elle est arrivée moins vite. Quoi qu'il en coûte de Mario Draghi, il est arrivé en 2012, de mémoire. Oui, le péché originel de la zone euro, il date de la création de l'euro. En fait, il est bien avant. Mais si vous prenez la Réserve fédérale, on a eu 3 programmes de quantitative easing étalés sur 3 ans. Mais c'est-à-dire que les banques centrales traitent les chocs qui provoquent des crises financières comme des chocs purement exogènes qu'on traite avec de la planche à billets et puis on revient vers un équilibre sans vouloir remarquer que en fait cet excès de liquidité dans le système, c'est ça qui crée les fragilités de demain et les crises d'après-demain qu'on traitera avec, en recréant. Mais en même temps, c'est peut-être pour éviter les fragilités, les crises d'aujourd'hui qu'on génère, selon vous, les crises de demain ou d'après-demain, non? Oui, mais le diagnostic, il n'est même pas posé à ce niveau-là. Le diagnostic, c'est on a bien fait notre boulot, mais c'est la faute à pas de chance. Il y a eu la crise des valeurs de télécom en 2000. On a bien fait notre boulot, mais on n'a pas de chance. Il y a eu des sales banquiers qui ont fait gonfler une bulle immobilière, avec le subprime, etc. Et donc, si vous voulez, cet excès de liquidité qui crée des déséquilibres d'excès de dette, mauvaise allocation du capital, c'est ça qui crée les fragilités de demain. Et qui nous retomberont dessus, quelle que soit l'innovation, la résilience des entrepreneurs. Et c'est ça qui moi, me dit qu'on aura du mal à justement sortir de ce phénomène-là, d'aller vers une normalisation des taux d'intérêt. Parce qu'on ne peut pas rester dans une économie où, si vous voulez, le taux d'intérêt à long terme est négatif. Le taux d'intérêt réel à long terme... Et ils ne sont presque plus, là. Il y a 0 plus. Une valeur d'équilibre... Pour une économie, c'est quand le taux réel à long terme il est égal au taux de préférence pour le présent des emprunteurs, des épargnants, et que les emprunteurs, eux, peuvent emprunter à ce taux-là pour financer des projets qui ont un taux de rendement marginal qui est égal entre les deux. Et cette égalité entre les deux, on ne pourra jamais la retrouver. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours ces phénomènes de cycle, et ce qui fait que la volatilité sur les marchés financiers, on est en train de la créer avec cet excès de liquidité aujourd'hui. Est-ce que cette analyse que vous faites, elle est la même sur l'ensemble des marchés globalement, d'un point de vue global ou... C'est-à-dire que... Je disais dans mon introduction qu'on a vu des différences entre les niveaux des indices boursiers. Aux États-Unis, dès le mois de juin 2020, ils avaient retrouvé le niveau d'avant-crise. Donc, nous, il faut attendre quand même 9 mois plus tard. Oui, parce qu'effectivement, la réponse de politique économique a été 2 fois. En volume, ça a été 2 fois aux États-Unis ce qu'elle a été en Europe. Mais c'est un phénomène qui est mondial, avec l'exception, il y a quand même un
pays important qui justement est en train de dénoncer cette façon de faire, c'est la Chine, et on en parlera tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, je ne m'y attendais pas, parce que là, pour le coup, j'ai dit CAC 40 versus PIB, convergence ou divorce. C'est plutôt l'entrepreneur qui voit encore de la convergence, alors que le spécialiste des marchés financiers est plus inquiet sur un possible divorce. Est-ce que, Ce divorce-là, il existe depuis très longtemps et il va continuer. D'accord. C'est ça qu'il faut, effectivement, ce divorce, il va se perpétuer parce que les banques centrales ne vont pas du tout débrancher la perfusion monétaire demain. C'est un phénomène durable, mais qui explique un régime de volatilité financière. Il y a un deuxième sous-ensemble à la question, je l'évoquais en montrant tout à l'heure le PP du Monde qui disait la bourse ne fait plus la vie économique au sens financement des entreprises. Là, on a des divergences majeures entre les deux côtés de l'Atlantique, notamment, effectivement, en tout cas en France, on a un financement bancaire très classique majoritaire, aux États-Unis beaucoup moins. Est-ce qu'il faut que la bourse fasse la vie économique au sens où est-ce que la bourse doit être retrouvée? Est-ce qu'il faut encourager, retrouver le rôle de la bourse en tant que financement direct de l'économie des entreprises, selon vous, Lionel, plus qu'aujourd'hui? Bien sûr, parce que pour moi, c'est une vraie interrogation quand on est entrepreneur. Évidemment, on a tous besoin, on pense à nos sorties, à nos exit stratégies, etc. Et la bourse, est-ce que la bourse est une option? Est-ce que la bourse va rémunérer correctement l'entreprise? Est-ce qu'on va être capable... Et ça, c'est une interrogation. Et comme aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à comprendre quels sont les critères profonds qui font qu'une entreprise est correctement valorisée ou pas, devant cette espèce d'incohérence, pour un entrepreneur, c'est très compliqué de gérer l'incohérence, parce que là, ça nous plonge dans des... c'est très anxiogène. Donc, comme c'est très anxiogène, on a plutôt tendance à ne pas y aller. C'est pour ça que vous mentionniez tout à l'heure le fait qu'il y ait de moins en moins d'introductions en bourse sur les marchés. Ouais. Et c'est vrai que les entrepreneurs... Alors, aux États-Unis, il y en a encore, mais il y a aussi des retraits. Il y a aussi des... Aujourd'hui, je lisais une boîte franco-américaine dans le cloud là, qui s'appelle Talend, qui apparemment est un gros truc du cloud, qui était cotée en bourse. Et là, pour le coup, elle se vend à un fonds d'investissement. Alors, en général, c'est plutôt l'inverse. Plutôt d'abord le fonds d'investissement, ensuite la bourse. Elle se vend en fonds d'investissement, elle va sortir de la bourse. Oui, mais parce qu'il y a énormément de sociétés. Ça, c'est particulièrement intéressant. Il y a énormément de sociétés qui, lorsqu'elles ont besoin de passer par une phase d'investissement technologique, c'est-à-dire qu'elles ont un gap technologique à faire, donc elles vont avoir besoin de faire une petite courbe en J pour replonger un peu leur EBIT, pour investir massivement, perdre de l'argent avant d'aller mieux. Parce qu'on va changer de modèle, parce que SAP par exemple se dit bon ok, le modèle de licence ça marche plus, je vais devoir peut-être passer à un modèle SaaS. Comment je passe d'un modèle à l'autre? Il va me falloir 3 ans, je vais plonger. Comment les marchés vont accepter ça? Et les marchés sont plus du tout prêts à accepter ça. Donc là où il y a un divorce de compréhension des modèles, des business models des entreprises et de ce qui fonde leur espoir dans l'avenir et la façon dont ils imaginent leur croissance. Et quand un entrepreneur se dit que la bourse ne sera pas capable de me comprendre, on imagine qu'elle ne sera pas capable de m'accompagner. Alors on n'y va pas. Et effectivement, il y a plusieurs sociétés. Je pense par exemple aux États-Unis à Verifone, qui est un fabricant de terminaux de paiement, qui est sorti de la cote pour rentrer dans le monde de l'Android et des nouveaux terminaux de paiement et de la nouvelle façon de fonctionner. Donc, en fait, sortir de la cote pour une entreprise technologique, c'est un moyen de traverser une période qui peut être compliquée d'un point de vue financier, mais qui est nécessaire en termes d'investissement. C'est un moyen d'innover. Alors que la bourse devrait être là pour nous aider à innover. Donc là, effectivement, je vois un petit divorce. Raphaël, sur le rôle de financement de la bourse, de financement de l'économie, qui est un moyen ou pas de faire le lien entre CAC 40 et PIB, qui est notre thème. Est-ce qu'il y a des évolutions de perception, de tendance que vous voyez par rapport à ce qu'on évoquait à l'instant? Aux États-Unis, pendant très longtemps, on disait que la bourse ne finançait plus les entreprises. Ça ne servait plus à rien. On voyait que les émissions nettes d'actions sont structurellement négatives. C'est-à-dire qu'il y a plus de rachat que de il y a beaucoup rachat d'actions par les boîtes qui avaient beaucoup de liquidités. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, comme les banques centrales avaient complètement écrasé la courbe des taux et les primes de crédit, et que la prime de risque action était très élevée, parce que finalement, il y avait un gap entre le rendement exigé sur le crédit et le rendement exigé sur les actions qui était très haut. Et ce gap, il était arbitré par les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire elles rachetaient leurs propres actions et elles émettaient de la dette à la place. Et en fait, tous les CFO aux États-Unis allaient voir leur CEO un jour et leur disaient on n'a pas assez de dette. Pour moi, l'optimum
pour la société, c'est de dégrader notre bilan. On va se charger de dettes. Il faut qu'on ait une notation triple B. Et ça, c'est le nirvana. Donc triple B, si vous êtes juste avant la catégorie spéculative. Obligations pourries. Les junk bonds. On se met en triple B, c'est l'optimum. Et puis le CEO, évidemment, il est incentivé sur des stock options, donc il est content. Les actionnaires sont ravis. Il est content si c'est un moyen de faire progresser l'action. Voilà, et les actionnaires sont ravis, on fait des rachats d'actions, ça augmente le dividende par action, etc. Donc tout le monde s'est mis là-dessus, et donc les rachats d'actions, effectivement, étaient beaucoup plus élevés que les émissions nettes. Vous en parliez au passé ? Oui, parce que là, on voit quand même qu'il y a des nouvelles actions qui s'introduisent, ce sont les SPAC. Et donc là, c'est un peu symptomatique du niveau quand même de spéculation qu'on a atteint. Les SPAC, c'est l'espèce de coquille vide en attente d'investissement. Exactement. Pour les entreprises chèques en blanc. Donc voilà, donc ça c'est quand même le financement de l'innovation aux États-Unis. Je pense qu'il n'avait pas besoin de ça, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a un écosystème du private equity qui est extrêmement efficace, et ce qui fait la force du système innovation américain qui n'existe pas dans les autres pays. Donc je pense que ça nuisait pas vraiment à l'innovation aux États-Unis. Là, c'est en train de revenir, mais effectivement, ça a l'air quand même d'être très spéculatif dans certains cas. Vous voyez foncer les yeux sur le Lionel. Oui, c'est l'idée de dire qu'on va créer un véhicule pour pouvoir réfléchir à ce qu'on va y mettre dedans me semble une aberration. Les grandes entreprises. Il y en a eu pour 80 milliards de dollars d'émissions de SPAC l'année dernière. On est déjà sur un rythme depuis le début de l'année, en 2021, qui est déjà supérieur à Wall Street. Oui, mais donc quand on parle de divorce, là pour le coup, moi c'est là que je vois le divorce. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça doit rester un entrepreneur qui a un projet de société, un projet de vie, une innovation, un projet pour son entreprise, et qu'il va financer. Ça doit être ça le point de départ. Si c'est plus ça le point de départ, alors oui, on court à un désalignement des intérêts entre l'innovation, les entrepreneurs et les financiers. Et ça, oui, ça n'inaugure pas des jours très... il va y avoir des catastrophes économiques autour de ça. Il va y avoir des bulles, oui. Allez, on marque une courte pause. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On va parler de la Chine. Retour dans Late et Smart, merci de rester avec nous. Le deuxième débat de cette émission était intitulé « La Chine devient-elle raisonnable ?» Peut-être faudra-t-il mettre des guillemets. Pourquoi cette interrogation ce soir? Cette semaine s'est jouée à Pékin, s'est tenue à Pékin la session annuelle du Parlement chinois. Ça s'est conclu hier, jeudi, par une allocution du Premier ministre. Cette session parlementaire annuelle est l'occasion d'annoncer un certain nombre en l'occurrence cette année, les modalités du plan quinquennal, et également un certain nombre d'objectifs pour le pays, objectifs économiques. Donc, notamment, il y a eu une prévision de croissance qui a été fixée officiellement à 6% et qui a été jugée, modeste. Regardez ce papier Reuters il y a quelques jours. La Chine ne va pas transpirer pour atteindre ces 6% de croissance du PIB cette année, compte tenu de la base faible de 2020 et du support fiscal qui a été rajouté, mais cet objectif faible donne au président Xi de la place pour peut-être faire un peu de ménage dans la mauvaise dette et pour crack down et pour essayer de s'attaquer à toutes les industries qui ne se conduisent pas comme il faut. Misbehaving industries. Il a réagi à ça, le Premier ministre chinois, hier, dans son allocution de clôture de cette session du Parlement annuel à Pékin. Il a dit non, notre objectif, c'est pas un objectif faible, c'est vraiment notre objectif. Alors que le FMI, l'OCDE, etc., tout le monde est plus à 7,5-8% de croissance, pas jusqu'ici, sur l'économie chinoise. Encore une fois, modulo les chiffres de sincérité des statistiques macroéconomiques chinoises, on en dira un mot. Autre papier plus global sur ce qui a été dit lors de cette session annuelle du Parlement. Le papier des Échos aujourd'hui nous dit « La Chine ambitieuse sur l'innovation, moins sur le climat ». Il y a eu plein d'objectifs effectivement en termes de recherche-développement, de secteurs à privilégier. On en a tous les secteurs technologiques d'avenir, on en a déjà parlé. En revanche, cette fois-ci, contrairement à la fois précédente, aucun objectif chiffré sur le climat. Éventuellement des bonnes intentions glissées dans le discours, mais rien de plus. D'où aussi peut-être cette idée alors qu'il y avait le fameux objectif de la neutralité climat qui est... neutralité carbone qui avait été fixée à 2060 pour les Chinois, c'est pas tout de suite. Cet objectif n'a pas été
réitéré. En revanche, voilà, parmi les priorités, et ça c'est quelque chose qui concerne tous les industriels du monde entier, Lionel confirmera, l'importance pour ce nouveau plan quinquennal d'augmenter les dépenses et donc la production en matière de puces électroniques. On sait qu'il y a des pénuries au niveau mondial. Je commence par l'objectif chiffré de la croissance. Est-ce que tout le monde a été surpris de ce chiffre modeste de 6%? Est-ce que c'est un chiffre modeste? On a le sentiment, c'est l'objectif de Bercy pour la France. Donc on se dit, si on a la même croissance en France qu'en Chine, c'est pas quelque chose qui nous a été habituel. Ouais, puis même, moi j'ai 7% et un peu plus de croissance pour les États-Unis cette année. Oui. Donc, oui, qui ont été révisés à la hausse pour le coup. Par rapport à la France, par exemple, le point de départ n'est pas le même. C'est-à-dire la France, on a eu un décrochage. Oui, on a fait moins 8,3. Voilà. Eux, ils ont fait plus de 3 l'année dernière. Donc ils sont en avance dans la reprise. L'étonnement, il est plus sur le fait qu'il y a un chiffre en soi. Le chiffre existe. Parce qu'en 2020, ils ne l'ont pas donné, évidemment. Bon, tout le monde a compris qu'on ne savait pas où on allait. Et puis, beaucoup de gens disaient, bon, ben voilà, en 2020, ils n'ont pas donné de chiffres. C'était une excuse, c'était le bon prétexte pour dire, bon, en 2021, on arrête aussi, de donner des chiffres. Parce que ça, c'est des trucs de pays émergents, quoi. Voilà. Pays en développement. Et bien non, ils nous ont sorti 6%. Mais alors, 6%, c'est vraiment le minimum. Enfin, on est plutôt entre 8,5 et 9 chez nous, de croissance attendue. Pourquoi c'est le minimum? Parce qu'en fait, s'ils font zéro de croissance avec l'acquis de croissance de 2020, ils l'ont déjà. Donc c'est vraiment, on est en train de dire, on ne veut pas être en récession, mais on fera le minimum, parce qu'il y a 4 objectifs qui sont au-dessus de cet objectif de croissance. Le premier, c'est le bien-être social, donc on va construire des hôpitaux, etc. Le deuxième, c'est l'indépendance technologique, d'où les semi-conducteurs. Le troisième, c'est l'environnement. Alors, il y a quand même des objectifs chiffrés pour l'environnement, ils sont pas passés à du qualitatif. Et le quatrième, c'est moins affirmé, alors, d'après ce que j'ai... c'est le même, en gros, la réduction, la réduction du carbone, c'est la même chose. Enfin, dans le plan quinquennal, c'est la même chose, c'est 18% sur 5 ans. Et le quatrième point, qui est le plus important pour moi en tant qu'économiste, c'est la stabilité financière. Donc le fait qu'ils nous ont mis cette prévision de croissance aussi basse, ça veut dire que, et notamment le plus challenging, ce sera la stabilité financière. C'est-à-dire qu'ils ont mis comme objectif que la dette doit croître au même rythme que le PIB nominal. Or, le budget est construit sur une hypothèse de PIB nominal à 9,6%. Donc ça veut dire que la dette interne ne doit pas dépasser de 9,6%. Or, avec les chiffres du crédit total qu'on a eu mercredi, on est à 13,4%. Donc en fait, il faut réduire la croissance de la dette de 13,4 à grosso modo 9-10%. Et ça va faire très mal. Donc ça, je pense qu'au bout d'un moment... Ça se fait comment, du point de vue de l'exécutif chinois, de réduire cette dette pour essayer de rendre les choses un peu... Alors, l'avantage de la Chine, pour nous, mais qu'on comprenne bien. L'avantage de la Chine, c'est qu'il n'y a pas besoin de bouger les taux d'intérêt pour ça. Il suffit de dire aux banques, votre objectif, c'est de réduire il suffit de passer quelques coups de fil. Voilà, on passe quelques coups de fil bien placés et ça marchera s'ils le veulent. Le problème, mais avec un impact, ça risque de calmer, enfin, en tout cas arriver à croître sans augmenter la dette. Le ratio de dette sur PIB en Chine, on l'a jamais vu encore. C'est-à-dire de 2000 à 2010, ils ont doublé le PIB. Ils ont doublé la dette, mais sur la dernière décennie, ils ont doublé le PIB, mais ils ont triplé la dette. Et donc, ils ont un niveau d'endettement, et en fait, ils sont parfaitement conscients que ce n'est pas soutenable. Alors, évidemment, les misbehaving secteurs, c'est en priorité l'immobilier. Et donc ça, ils ont vraiment... Et l'immobilier, quand on voit la croissance des prix, aux États-Unis, on flirte avec les 14% de hausse de l'immobilier en glissement annuel. On pose la question à Jérôme Powell, est-ce que c'est un problème? Alors là... On fiche complètement, totalement. 14% de hausse de quoi? De l'immobilier, mais des prix de l'immobilier résidentiel. Ouais. Voilà. En Chine, on est sur du 2-3% dans les villes, où se disant il y a de la surchauffe, et c'est déjà trop. Pourquoi? Parce que la Banque centrale, elle dit noir sur blanc, l'augmentation des prix de l'immobilier fait baisser la croissance. Parce que on a mis des restrictions sur les banques, on peut pas acheter une maison si on n'a pas un apport de fonds suffisant. Et en fait, les ménages sont obligés de se saigner en termes d'épargne pour arriver à faire ce down payment et pouvoir s'endetter pour acheter un logement qui pourra se mettre. C'est pas forcément ce qu'on pense par rapport à la Chine, effectivement, cette difficulté à devenir propriétaire, etc. On en parle beaucoup chez nous, mais effectivement, c'est intéressant de voir que c'est pas. C'est une obsession à la fois du régulateur et des Chinois. Aujourd'hui, la tendance, c'est que les régulateurs font la chasse aux faux divorces.
C'est-à-dire pour faire croire, pour pouvoir acheter un deuxième logement où normalement il faut mettre 80% de mise de fonds, les couples chinois font semblant de divorcer pour que la femme qui divorce dise j'ai besoin d'acheter ma résidence principale, donc j'ai le droit d'acheter une maison avec simplement 20% de mise de fonds. Vous voyez on en est là en Chine. Donc ils veulent surtout vraiment arriver à calmer le jeu. La question c'est est-ce qu'ils peuvent arriver à réduire de 4 points la croissance de l'endettement sans faire capoter la reprise. Et ça, pour l'instant, on ne l'a jamais vu. Donc c'est la grande question cette année. Je le disais, nous, on a tous été habitués à des taux de croissance chinois, effectivement, très largement supérieurs aux nôtres. Alors, le nôtre de 6% cette année, si on l'atteint, ce ne sera pas sur la durée. ce sera exceptionnel, ça relèvera du rebond. Est-ce qu'on pourrait dire, je rappelle, vous avez vécu en Chine, Lionel, est-ce que vous avez le sentiment, même si vous êtes revenu, que un certain nombre d'égards économiques ou macroéconomiques, la Chine se normaliserait ? Alors, moi, mon habitude avec la Chine, et on travaille quotidiennement avec eux, c'est surtout de ne pas regarder ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce que moi j'ai bien compris avec la Chine, c'est que ce sont des planificateurs. Mmh. Donc, s'ils ont prévu de faire 6% cette année, je ne pense pas que ce soit arrivé simplement comme une idée saugrenue de la semaine dernière, mais je pense plutôt que ça fait partie d'un plan plus long, plus organisé. Et donc la Chine, avec un certain nombre d'éléments en tête, comme objectif, comme l'évoquait Raphaël à l'instant. Ouais. Absolument. Et je pense que dans ces éléments, il y a la façon dont ils s'intègrent dans un commerce normalisé international. Mais donc, la Chine fait très rarement des à-coups. C'est-à-dire que lire la politique chinoise en se disant tiens, il y a quelque chose d'exceptionnel qui vient de se passer, si on a l'impression qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien lu avant. Ils ont des plans, et la Chine, c'est le seul pays qui est encore capable d'imaginer des plans à 10 ans, à 15 ans, et de les exécuter comme des métronomes, de les exécuter parfaitement. Donc, l'idée de la Chine, de mon point de vue, quand je regarde avec un petit peu de recul, c'est de commencer à exporter, non pas des matières transformées, de ne plus être l'usine du monde, mais de commencer à exporter de la technologie, de l'intelligence artificielle, des services, d'exporter de la valeur ajoutée. Pour exporter cette valeur ajoutée, ils ont besoin, dans ce qu'on appelle le concert des nations, dans ce qu'on appelle la façon de se normaliser. Et donc, le besoin de se normaliser, c'est un besoin qu'on lit depuis maintenant presque 10 ans. Et donc, je pense que tout ça va dans cette direction-là, et de façon terriblement organisée, terriblement structurée. Il y a, en 2008-2009, la Chine était à l'égard des technologies, d'Internet, assez brutale. Elle disait non, oh là là, Facebook, attention, on veut surtout pas. Internet, c'est très mauvais pour notre population. Donc, ils avaient une politique comme ça, très brutale. Et puis, petit à petit, elle l'est plus du tout. Elle est plus organisée. Elle se normalise. Enfin, en tout cas, nous, notre lecture, c'est qu'elle se normalise. Et en réalité, ce que je vois, moi, c'est des acteurs qui sont en train de se positionner pour prendre des parts de marché maintenant à l'extérieur de la Chine, et plus des parts de marché des acteurs chinois, absolument, et plus des parts de marché autour du textile et de la capacité à fabriquer des voitures, mais des parts de marché sur l'innovation, sur de la technologie, sur de la valeur ajoutée. Donc, moi, il y a la suite d'un mouvement. Il y a une volonté de normaliser, mais il n'y a pas de rupture. C'est absolument organisé. D'accord. Raphaël, on parlait de la croissance américaine. Vous disiez que vous l'attendiez autour de 7,5, voilà, 7 ou 7,5, effectivement. Cette année, c'est sous l'influence du plan de soutien qu'on a évoqué en début d'émission, de l'avancement, de l'accélération de la stratégie vaccinale. L'OCDE a
il y a 3 jours, a revu ses prévisions de croissance mondiale à la hausse, notamment d'un point, attribué 1 point de croissance mondiale à la croissance américaine et au plan de, au plan de soutien américain. Quelles sont les conséquences d'une croissance moins forte en Chine si elle devient moins forte? Ils font 6%. Quelles sont les conséquences, je veux dire hors de Chine, effectivement pour nous, les conséquences de cette réduction de la croissance de la dette en Chine? Est-ce qu'il y aurait un impact de ce qu'on évoquait là sur la Chine, hors de Chine d'un point de vue macro? Oui, parce que en fait, on va avoir l'oligopole mondial de la croissance, c'était la Chine et les États-Unis. Donc en fait, on a un risque de surchauffe aux États-Unis cette année. Et au contraire, un risque de ralentissement. Mais du coup, ça se compense pour nous? Du coup, c'est vrai que quand on parle de la surchauffe américaine va nous faire rentrer dans les années 70, on peut faire le parallèle, si vous voulez, aujourd'hui, entre Biden et le président Lyndon Johnson. C'est-à-dire en 65, il faut financer la Great Society. Et Biden... Et puis un peu la guerre du Vietnam aussi. Voilà, et la guerre du Vietnam, guns and butter. Et là, Biden, c'est semiconductors and butter. On fait la guerre commerciale à la Chine et on doit financer un nouveau projet de société. Dans le prochain plan, il y aura énormément de choses qui sont vraiment des mesures sociales de lutte contre les inégalités qui, à mon avis, seront en fort risque d'être pérennisées. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on avait dit, on a commencé avec une réserve fédérale qui reste les bras croisés. Et là, la Fed, elle l'a dit déjà, de toute façon, moi, l'inflation cette année, je m'en fiche. L'inflation l'année prochaine, je m'en fous aussi. Je réagirai quand vraiment l'inflation sera au-dessus, de manière soutenable, au-dessus de 2%. Donc un peu ce qu'avait fait la Fed à la fin des années 60. Ça s'est terminé en 71 avec un décrochage du dollar. Et là, avec le décrochage du dollar, l'inflation américaine est devenue un phénomène d'inflation mondiale. Donc là, c'est un peu le scénario qu'on peut voir, qu'on peut élaborer aujourd'hui, c'est-à-dire une politique budgétaire américaine qui reste irresponsable. On reste avec des déficits à 2 chiffres, alors qu'on va faire, cette année, on va faire 10% de croissance nominale aux États-Unis et on va avoir un déficit budgétaire qui va rester au-dessus de 10% du PIB. Parce qu'on est en train de remettre 5 points de PIB sur la table et on va remettre encore avec le plan d'infrastructure. La Fed qui dit moi, je ne réagis pas, allez-y, je finance ça avec du quantitative easing. L'inflation, je ne la regarde pas. Et puis, mais du coup, l'impact de ce que décident les Chinois, là... Et donc, voilà, pour l'instant, c'est-à-dire que le risque, il est plus sur le dollar que sur l'inflation mondiale. Et justement, parce qu'on est dans un monde où la Chine va ralentir. Et la Chine qui ralentit, c'est effectivement, c'était quand même un moteur qui faisait tourner pas mal de pays émergents. Tous les pays émergents, justement, qui sont spécialisés dans les matières premières, et ça va au-delà des pays émergents. C'est-à-dire, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a énormément de pays qui, eux, vont voir leur moteur de croissance. Nous, on est un peu loin, mais la zone Asie va sentir ce ralentissement, entre guillemets, chinois. L'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, oui, ils vont le sentir très fort. Et ça va se voir sur les matières premières. Alors après, il y a d'autres phénomènes sur les matières premières qui portent à la hausse. C'est en fait la décarbonisation de l'économie. Ça fait que le cuivre, on avait envie de dire, c'est le métal des infrastructures chinoises. Quand l'infrastructure chinoise va bien, le cuivre va bien, puis là, ça va baisser. Donc le cuivre, c'est aussi le métal de la transition énergétique. Donc il y a pas mal de matières premières qui sont très liées à la transition énergétique. Et ça, c'est un phénomène mondial. Le nickel, le lithium, évidemment. Le cobalt, etc. Donc tout ça, ça joue sur les matières premières. Donc c'est vrai que l'impact net dans le ralentissement de la Chine, il n'est pas forcément visible immédiatement. Dans les priorités du plan quinquennal, il y a un certain nombre de priorités scientifiques qui sont scientifiques / industrielles, intelligence artificielle, informatique quantique, semi-conducteurs, neurosciences, biotech, médecine, exploration spatiale. Ça correspond à ce que vous disiez. Ils vont arrêter de produire des iPhones. Ils vont pas arrêter de produire des iPhones, mais je veux dire, ils vont arrêter de se contenter de produire des iPhones pour non seulement exporter des smartphones chinois, mais ça, ils le font déjà aussi, mais pour effectivement se mettre à l'étape d'après, c'est-à-dire plus le service et l'intelligence, le logiciel. Vous le sentez déjà, ça ? C'est très fort. Et je me dis, en écoutant Raphaël, je me disais, mais en réalité, pourquoi la Chine veut nous faire croire qu'elle va ralentir ? Pourquoi la Chine, ou si elle ralentit vraiment, pourquoi la Chine ralentirait ? Parce que à l'échelle de la Chine, c'est une décision. Alors après, les annonces de hausse des dépenses de R&D sont majeures, hausse du budget militaire, c'est majeur, etc. Elles sont en baisse, les dépenses de R&D. L'objectif, il a été ramené de 10 à
plus La de hausse est en baisse, 7%. oui. Ouais, la hausse, ouais, voilà. Pardon, excuse-moi. Oui, 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 la la hausse est en croissance de la baisse. RR. Oui, C'est en baisse, c'est Ouais. pas même une euro. Oui. Ouais. Mais donc pourquoi la Chine veut transmettre cette image aujourd'hui, qui était une première question. Et puis je me demande aussi Peut-être elle a la conscience de faire peur et qu'elle veut calmer le jeu un peu. peut-être que ça fait partie de cette volonté beaucoup plus longue. Et c'est difficile pour nous de comprendre que on soit capable, on dit tiens, on fait un peu peur, alors on va ralentir. Nous, on est incapable de ralentir. On est incapable de dire, moi je serais incapable de dire à mon entreprise, bon, vous savez, les copains, on a fait une belle année 2020, 2021, on va y aller douce, on va y aller mollo. Ouais. C'est impossible, ça n'existe pas. Ouais. À l'échelle de la Chine, c'est possible. À l'échelle de la Chine, ces discours-là sont tout à fait entendables. Donc, la première question, c'est quel est le véritable intérêt de la Chine à tenir ces discours-là. Ensuite, quand on regarde, et nous peut-être qu'on s'en rend un peu moins compte ici, mais ce qui est en train de se passer sur les semi-conducteurs, de mon point de vue, est aussi important que le choc pétrolier. Exactement. Pour moi, c'est vraiment aussi important que le choc pétrolier. C'est un changement complet de paradigme, et on se dit... Et alors, là, on peut dire, oui, c'est particulier, c'est parce que les gens jouent plus sur leurs iPhones. Alors, j'ai envie de dire, ouais, peut-être, mais enfin, c'est un peu court comme explication. Pourquoi d'un seul coup... On dit qu'il y a une reprise dans 2020 plus rapide que prévu, qui n'avait pas été anticipée, c'est ce qu'on lit, par les fabricants de semi-conducteurs, à Taïwan, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Chine. Moi, je trouve ça un peu court comme explication. Personnellement, ces explications, ça ne me satisfait pas. Vous êtes évidemment consommateur de semi-conducteurs absolument. dans votre industrie. Et de façon très étonnante, nos fournisseurs nous avaient prévenus très en avance en nous disant attention, les prix vont augmenter. Et moi je dis ils veulent augmenter leurs prix. Et donc pour moi toute cette histoire d'augmentation comme ça, très brutale, massive du prix des semi-conducteurs est quelque chose d'étonnant qui va avoir un rapport géopolitique et un rapport à la façon dont on consomme la technologie radicalement changé. Et quand même, le pays au monde qui nous vend de la technologie de façon massive aujourd'hui, en tout cas qui est le challenger, c'est quand même la Chine. Donc, on dit que les semi-conducteurs, la technologie des semi-conducteurs, c'est le seul domaine où ils ne sont pas au même niveau que les autres. Enfin, que les autres, que les Américains. Et c'est leur point de vulnérabilité. Ouais. Non, mais c'est ceux qui le transforment. Mais c'est eux. Oui, effectivement. Mais pour moi, en termes de gravure, de finesse, de trucs. Enfin, j'y connais rien. Mais c'est la même face. Ce serait la même chose que de dire le cuivre est détenu par la République démocratique du Congo, donc c'est eux qui nous tiennent. Non, ils ont beaucoup de cuivre, mais en réalité, je reviens de Kinshasa, je vous assure, ça se passe pas bien là-bas. Je pense qu'en réalité, c'est à peu près la même analogie. Donc oui. Ils ne sont pas les premiers producteurs de chips, mais en revanche, ce sont les premiers transformateurs de chips. C'est-à-dire que c'est eux qui les consomment, qui les mettent sur les téléphones, qui en font des produits à valeur ajoutée, qui en font les produits finis qu'on achète. Et donc, je pense que j'ai pas une lecture très claire il n'est pas possible dans mon esprit que la Chine soit uniquement victime de ce qui est en train de se passer. D'accord, sur la pénurie de semi-conducteurs. Elle est forcément acteur d'un changement qui est un changement global et qui nous impacte tous. En tout cas, et moi, je vis ça tous les jours en ce moment avec nos fournisseurs qui sont dans le noir quant au prix. Ils ne savent plus à qui acheter les composants. À Shenzhen, aujourd'hui, c'est la panique. Allez, il nous reste 3-4 minutes. On va complètement changer d'option. Un ou deux sujets beaucoup plus légers pour terminer l'émission. Allez, deux sujets un peu rigolos pour terminer rapidement. Regardez ce papier dans le Parisien. Un trader achète 6000 tonnes de cuivre et reçoit des cailloux peints en rouge. Le trader, c'est pas n'importe qui. C'est un des plus gros courtiers en matières premières mondiaux, entreprise suisse qui fait des milliards de chiffre d'affaires. Mercuria Energy Group, ils ont acheté 6000 tonnes à un client pour 30 millions de dollars, quand même, un client qu'ils connaissaient. Les bateaux, quand ils sont arrivés en Chine, ils étaient partis de Turquie, c'était des cailloux peints en rouge. Apparemment, c'est une espèce de mafia locale. Après vérification de la cargaison, les mecs sont arrivés la nuit, ils ont enlevé le cuivre pour aller le revendre et se prendre l'argent pour eux. Et ils ont peint les trucs en rouge. Vous achetez du cuivre, vous faites gaffe quand de la ferrite. Mais non, c'est des belles arnaques. Je trouve ça
C'est étonnant, tout est possible. Ça illustre, vous parliez du cuivre, ça illustre la hausse du prix du cuivre, donc ça génère des trafics de... Ouais, non, on a à la fois un choc de demande, avec justement le retour de l'industrie, plus la décarbonisation de l'économie. Et en plus, la Covid a beaucoup touché des pays exportateurs, les mines de cuivre, notamment au Pérou. Donc la situation de stock qui était tendue, elle l'a été encore plus. Et donc effectivement, on est un peu sur la défensive. Non, ça vaut le coup de prendre des cailloux en rouge. Enfin, je crois que j'ai l'impression qu'il a commencé à avoir déjà des arrestations. Allez, pour terminer, un particulier fait un don de 40 000 € à la France pour réduire le déficit public, rare. Merci à ce donateur, se réjouit sur Instagram, donc de façon un peu officielle, le ministre des Comptes publics, M. Dussopt, pour susciter des vocations, point d'interrogation. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est deux choses. C'est que d'une part, il y a quand même des gens qui ont envie de faire des dons de 40 000 € à la France, en tout cas à l'État français. Est-ce que c'est la meilleure utilisation de leur argent ? Question. Deuxième question, et c'est pas une question d'ailleurs, c'est un constat, il faut un arrêté ministériel publié au JO officiel pour pouvoir arriver à mettre ces 40 000 € dans une case quelconque. Donc il y a eu au journal officiel, le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté, c'était effectivement, on a reçu est accepté, article 1, est accepté le don d'une somme d'argent de 40 000 par chèque bancaire daté du 15 janvier. Vous avez envie de dépenser votre argent comme ça ? Non. on sait s'il est français, le donateur ? Ah oui, il s'appelle Michel quelque chose. Oui, il doit être français. Oui. Le ministre a biffé son nom, mais en même temps, c'est un arrêté qui est officiel. Donc c'est assez officiel. Ouais. Non, mais on parlait tout à l'heure des États-Unis et des grandes fondations américaines et le choix, l'impôt. Moi, je suis fasciné par les grandes fondations américaines. Ouais. Et j'aurais plus confiance dans l'utilisation des fonds par une grande fondation que par l'État aujourd'hui, en tout cas. Raphaël, il y a un optimum d'utilisation de l'argent, faire un don 40 000 € à l'État français ? Bah oui, la théorie de la bureaucratie, c'est que finalement, on perd en efficacité avec un certain niveau de taille. Donc là, effectivement, on voit que la bureaucratie française, on est incapable de s'adapter. Mais en même temps, il n'y a pas de loi universelle. Vous voyez la Chine qui arrive à faire des plans quinquennaux avec un objectif, la virgule près, ils le tiennent. Donc on peut être efficace, mais dans un régime politique qui est quand même très différent du nôtre. Et puis effectivement, les fondations américaines, on peut faire un don de charité à une organisation qui sera plus souple et où effectivement il y aura moins de coûts de fonctionnement. Sachant que le bémol, c'est qu'aux États-Unis, les fondations, c'est un moyen pour ne pas payer d'impôts pour beaucoup de gens. Et souvent, ces fondations, c'est pas forcément des fondations caritatives, c'est des fondations qui vont financer des laboratoires d'idées pour faire un peu de propagande anti-État, etc. Donc c'est vrai qu'il y a les deux visages des fondations aux États-Unis. En plus, ce monsieur, si ces 40 000 €, il les avait donnés à une assoce, en plus, il aurait une réduction fiscale. Là, je ne crois pas qu'il l'ait. Il a écrit consenti afin de réduire le déficit public de l'État par monsieur Michel Truc. Oui, non, ça ne doit pas arriver tous les jours parce qu'il doit faire un arrêté pour mettre le chiffre, pour pouvoir encaisser le chèque. Donc, pour faire une rue. C'est assez. C'est vrai qu'il a. En même temps, je ne sais pas si l'agence France Trésor va réviser à la baisse son programme d'émission de ces 260 milliards de dollars de dettes qui doivent être émis cette année. Voilà, c'était pour sourire. Mais ce monsieur peut investir toute son épargne dans la dette française aussi. Oui, s'il y en a d'autres, le ministre il prend, il a l'air ravi. Chez Famoco, on cherche des investisseurs. Si ce monsieur a envie de venir nous voir, on sera très très heureux de lui trouver un ou deux projets à financer. Lionel Barabon, on peut le trouver sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Tiens, pour info, on continuera à parler géopolitique, relations internationales, Chine, États-Unis, lundi avec le directeur de l'IFRI qui sera notre invité, je le dis, puisqu'on a commencé à parler de la Chine. Quand on parle de sujets passionnants, on a toujours l'impression de s'arrêter en plein milieu. Donc, je le dis aux téléspectateurs. Très bon week-end à vous, à lundi.